Le changement, c'est une évidence pour certains et une épreuve pour d'autres. Mais une chose est sûre, il est inévitable. Et si, au lieu de le subir, on l'utilisait comme un véritable levier de transformation? Et qui de mieux pour en parler qu'Anne Wieser? Son parcours est tout sauf linéaire et ses expériences multiples, de la biologie cellulaire aux ressources humaines, en passant par des rôles stratégiques dans des entreprises de toute taille, jusqu'à la création d'Atipalia RH. Son credo, valoriser les profils atypiques et les accompagner pour trouver leur juste place. Avec Julien, nous allons explorer comment Anne transforme les résistances en opportunités, comment elle aide chacun à mieux se comprendre et surtout, pourquoi le changement, loin d'être une menace, est une formidable occasion d'évolution. Anne, bienvenue dans 4 sur table. Eh bien, bienvenue Anne dans Cartes sur table. C'est un plaisir pour moi et pour nous de te recevoir aujourd'hui. Alors, Cartes sur table, c'est le podcast qui éclaire les dirigeants et les entrepreneurs sur les leviers de transformation et la performance en entreprise, mais la performance avec ses grandes lettres de noblesse. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, l'accompagnement au changement, voire même la transformation et les profils atypiques sous ton angle que toi, tu as développé. Donc, Anne, ton parcours est à la fois riche et inspirant, biologiste de formation. Tu as passé 20 ans à accompagner tes transformations humaines et organisationnelles en tant que DRH, en tant que créatrice d'Atipalia RH. Tu vas nous en parler beaucoup tout à l'heure. Aujourd'hui, en fait, je voulais mettre ton expertise au service des talents des dirigeants en quête de sens et d'alignement. Est-ce que tu peux me donner un petit peu le fil conducteur, ton chemin de vie, en fait? Alors, mon chemin de vie, je le résumerai en 3 mots essentiels, des rencontres et des opportunités, des défis. En tout cas, c'est mon chemin de vie professionnel. C'est là-dessus que je vais me concentrer et rarement des choix faits par avance. Ça a commencé en terminale avec un professeur de biologie qui m'a appris des choses et qui m'a donné cette passion, véritablement découverte en terminale. Et puis ça s'est continué avec 5 années universitaires d'études en biologie cellulaire et physiologie jusqu'à un prédoctorat. Et puis ensuite, ça s'est aussi manifesté par la rencontre d'un dirigeant consultant d'une petite boîte dans laquelle j'étais hôtesse d'accueil pour un boulot alimentaire et qui un jour aussi m'a donné l'opportunité de prendre mon premier poste en ressources humaines par culot, par confiance. Et c'est ensuite la rencontre aussi d'un mentor, un DRH d'une grosse boîte internationale qui m'a confirmé qu'effectivement c'était bien le métier que je voulais faire. Effectivement dans les ressources humaines. Donc commencer en biologie cellulaire pour pouvoir comprendre, j'étais passionnée de vouloir comprendre comment fonctionnait le corps humain. Donc ça, c'était la vision micro. Et puis ensuite, la découverte des ressources humaines, où effectivement, là aussi, j'avais une soif d'apprendre et de comprendre comment fonctionnaient les humains et les organisations. Là, c'est la vision macro. Mais finalement, un point de convergence à tout ça, un dénominateur commun, c'est que chaque rencontre, chaque défi, chaque opportunité, chaque projet est une opportunité, a été pour moi une opportunité d'apprendre quelque chose. Et ça, c'est ce qui continue de me nourrir au quotidien. Alors effectivement, j'ai beaucoup changé, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, j'ai beaucoup changé de fonction, beaucoup changé de poste très souvent, j'avais besoin de bouger, quitte à assez régulièrement être jugée, accusée, connotée d'instable. Mais non, moi je le revendique. Et puis, si je dois synthétiser tout ça, mon chemin de vie, c'est toujours, et c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui, de considérer mon environnement à 360 degrés en systémique, véritablement. On a un ADN commun. Ouais. La pensée systémique. C'est clair. Donc on va y revenir, mais merci d'avoir vraiment pris le temps de donner un petit peu une vision un peu globale de ton chemin de vie pour comprendre qui tu es et vers où on va aller dans cet épisode, parce que on va aller toucher des sujets un peu épineux quand même. On adore avec ta passion. Voilà. Et je remercie Jean-François de m'accompagner dans cette aventure. Et merci Jean-François de m'avoir fait présenter Anne.
parce que je sens qu'il va émerger. Il va y avoir quelques propriétés émergentes dans ce podcast. On a vu ton chemin de vie. Les grandes étapes de ta carrière, tu les as un peu abordées. C'est quoi cette naissance dans la biologie qui emmène en fait une prise de conscience, peut-être même une. Tu dis, tu rencontres quelqu'un, tu fais un petit job alimentaire et il se passe quelque chose. Tu peux nous en dire plus à peu près dans ce parcours-là? En fait, c'est souvent comme ça que s'est construit ma carrière et continue de se construire finalement ce que je fais, c'est que souvent ce sont des rencontres qui m'inspirent, qui me donnent envie d'en savoir plus. Et effectivement, cette découverte des ressources humaines au travers de la rencontre de ce dirigeant qui m'a fait confiance, qui m'a vu travailler, qui m'a vu me comporter au quotidien et qui m'a dit banco, un poste se libère et vas-y, mais je connais rien, c'est pas grave, on va t'accompagner, on va t'apprendre. Et en fait, je pense que c'est tout le sens aujourd'hui qu'on doit donner aussi aux entreprises dans l'accompagnement et en particulier accompagnement au changement, parce que finalement c'est le premier changement que j'ai vécu, d'aller vers quelque chose que je ne connaissais pas et vers une carrière. Donc effectivement, ça s'est construit comme ça et ma carrière s'est construite comme ça. Alors, j'ai commencé 10 ans dans un grand groupe, je suis rentrée en tant qu'intérimaire. OK. Voilà, pareil, sur un poste d'assistante RH, et puis je suis restée 10 ans. Dans les ressources humaines, alors j'avais pas de diplôme, je connaissais rien au métier, j'avais une toute petite expérience dans cette petite boîte. Et puis au final, j'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans, de faire quasiment toutes les filières RH possibles et imaginables, en allant vers la fonction généraliste, puis la fonction d'expertise en mobilité internationale, et puis la fonction projet transverse. J'y ai croisé un mentor, j'en ai parlé tout à l'heure, qui à un moment lui m'a fait un magnifique cadeau, qui est celui effectivement de passer un master 2 en RH après quelques années d'expérience. Pourquoi ? D'accord. Parce qu'on est en France et qu'en France, si on n'a pas le bon diplôme, s'il n'y a pas de diplôme, voilà. Et puis on me l'avait dit, ah bah ouais, mais t'as pas le diplôme, tu pourras pas évoluer. Alors j'ai dit banco, et puis ce mentor m'a fait confiance, m'a dit banco aussi. Et puis finalement, il m'a simplement permis d'obtenir une jolie paire d'ailes qui a permis effectivement après de m'envoler. Okay. Donc ces 10 années, ça m'a permis d'apprendre vraiment les fondamentaux de la fonction RH, d'obtenir ce diplôme, alors que j'étais maman de 2 enfants. Donc ça aussi, c'était un défi. Et puis ensuite, au bout de 10 ans, forcément avec cette jolie paire d'ailes, je me suis dit super, maintenant je vais aller m'amuser. Et donc j'ai passé les 10 années suivantes par choix à multiplier les terrains de jeu, c'est-à-dire aller dans des secteurs d'activité très différents. Chercher de l'expérience. Chercher de l'expérience et chercher de la nouveauté, des opportunités d'apprendre en fait, toujours apprendre. Enfin moi l'apprendre c'est quelque chose dont je me nourris, j'ai besoin de ça. Donc je suis toujours allée vers des secteurs d'activité que je connaissais pas, l'industrie aéronautique, c'est là où d'ailleurs on s'était rencontrés Jean-François, mais également télécommunications, informatique, ESN, recherche médicale, fintech, petite entreprise, grosse entreprise, voilà. Pendant 10 ans, je me suis amusée pour effectivement, mais par choix, véritablement par choix. Et à chaque fois, et là c'est quand je regarde dans le rétroviseur, quand j'ai commencé à regarder dans le rétroviseur, finalement je me suis rendu compte que à chaque fois ces opportunités, c'était des contextes de transformation. Transformation digitale, création de direction, changement de gouvernance, hypercroissance. Donc à chaque fois, j'arrivais dans des contextes où il y avait un changement, une transformation à accompagner, à faire évoluer. Et ça, effectivement, c'est mon terrain de jeu favori, en fait. C'est mon terrain de jeu favori. Avec aussi un constat, et je pense qu'on en parlera un peu plus tard, pardon. C'est que c'est pas si simple et que au final, il y a encore quand même pas mal de choses qui ont du mal à bouger sur ce sujet-là. Il y a des freins? Ah bah oui, les freins, ils étaient déjà là. Si je regarde dans le rétro, il y a 20 ans, et je pense qu'ils sont effectivement toujours là. Ils sont de différents niveaux, mais on a encore du mal avec l'accompagnement au changement, et ce qui se passe au niveau sociétal aujourd'hui, post-Covid, va pas forcément faciliter les choses. Ça me fait rebondir sur une question, Anne. De ton point de vue, quels sont encore les défis que rencontrent les entreprises, les individus, lorsqu'ils font face à une transformation dans l'entreprise? Quels sont les défis
que tu identifies? Alors, j'en vois plusieurs. Il y a à la fois des défis et des enjeux collectifs organisationnels et des enjeux individuels. Quand on parle de changement, effectivement, et ça c'est la version peut-être un peu systémique, c'est que ça implique et ça impacte le collectif et l'individu et que chacun a besoin d'être accompagné à différents niveaux. D'un point de vue collectif, effectivement, quand on parle de changement et de transformation, on va effectivement aller remettre en cause ou aller vouloir améliorer des méthodes de travail. Oui. Donc effectivement, il va falloir passer de méthodes de travail aguerries, connues, confortables entre guillemets, peut-être à d'autres méthodes de travail d'un point de vue organisationnel. On va aussi aller, en termes d'enjeux, poser la question des coûts, parce que effectivement, engager des projets de transformation, ça va demander d'engager des coûts en termes de temps, en termes de moyens, en termes financiers, pour effectivement mener ce projet de transformation. On va aussi aller adresser des problématiques de compétences. Puisque, et notamment lorsqu'on parle de transformation digitale par exemple, forcément on va mettre sur la table des besoins de nouvelles compétences ou des transformations de compétences. Et on verra effectivement après d'un point de vue individuel que ça peut générer effectivement aussi d'autres inquiétudes. Et puis ce qu'on va aller aussi sur les projets de transformation adressés, c'est la cohérence avec la vision et l'objectif de l'entreprise. On transforme, mais pourquoi? Pour aller où? Pourquoi faire? D'un point de vue individuel, ce que ça va aller adresser, ou en tout cas ce que ça va mettre en potentiellement difficulté, c'est que comme on va aller changer, sortir peut-être les gens de leur zone de confort qui peut parfois être inconfortable, mais de confort et de sécurité. Cette zone d'habitude. Voilà, d'habitude. Le terme est très bon. Forcément, ça va générer de l'anxiété, l'incertitude, de l'anxiété et de la peur, effectivement, chez les individus. Là, on est plus effectivement au niveau individuel. Avec potentiellement la crainte de dire est-ce que je vais pas perdre mon emploi? Parce que c'est quand même ça le sujet. Et là, on en vient au sujet des compétences, notamment sur des projets de transformation où on va aller remettre en question, en tout cas réfléchir à de nouvelles compétences. Forcément, les individus, à titre personnel, on va s'inquiéter et de savoir, mais est-ce que je vais être au niveau? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce qui va se passer si jamais? Exactement. Donc ça, ce sont des craintes et des peurs et des enjeux individuels. Est-ce que je vais être à la hauteur de ces nouvelles compétences qu'on va devoir... Tous ces schémas de croyances que le système vient perturber, en fait, parce qu'on voit qu'on a on va en parler. Là, on est en train de parler de l'approche systémique et surtout du travail du pôle slavique sur le changement d'ordre 1 et 2. Et en fait, on se rend compte qu'on est en plein dans le changement d'ordre 1. On change quelque chose à l'intérieur du système. Mais ce qu'il faut comprendre, juste pour éclairer, c'est que à l'intérieur du système, ça va produire quelque chose. Et le changement est permanent. C'est-à-dire, il va falloir qu'on arrête de croire que demain, on change. Non, on change tout le temps. Le simple fait, par exemple, aujourd'hui, d'avoir une invitée, change notre organisation. C'est vrai. Elle change notre organisation, donc on est en train de s'adapter. Donc il y a des questions qui se posent, et c'est rigolo parce que quand tu es en train d'expliquer ça, moi ça me faisait écho à ce matin. Est-ce qu'on a bien tout calé, les lumières, le micro, le machin? Question que je ne me pose jamais. Mais là, on a un invité. Donc, si on fait le parallèle dans l'entreprise, on le vit tout le temps. Donc, si on le vit tout le temps, autant aller vers. Parce que de toute manière, le système va s'adapter. Il va continuer de produire les choses. Mais c'est là où la magie va s'opérer au milieu de l'épisode, c'est qu'on va aborder le changement d'ordre 2. C'est-à-dire qu'on va changer quelque chose qui va permettre au système de complètement se transformer. Donc, je te laisse continuer. C'est juste pour expliquer un petit peu ce qu'on est en train de dire. Le changement d'ordre 1, ça fout le bazar à des moments. Oui, ça fout le bazar. Mais encore une fois, en fait, c'est de la perte de repères. Donc, forcément, c'est déstabilisant. Pour l'organisation et pour les individus. Et effectivement, et tu disais très bien que le changement est permanent, et je pense qu'il y a aussi de grandes croyances qui ont été complètement, en tout cas ça c'est mon point de vue, qui ont été complètement bousculées par la pandémie, par le Covid. C'est que les modes de gestion traditionnels et nos modes de fonctionnement avant, en tout cas quand on parlait changement et tradition et transformation, on était convaincus qu'on allait d'un état relativement stable
vers quelque chose de nouveau, une transformation, d'amélioration, logiquement, mais dans lequel on allait pouvoir s'inscrire dans la durée, donc à nouveau stable et pérenne. C'était un peu le modèle. On fait une transformation, on a un modèle A, et puis on va vers un modèle B qui sera différent, mais dans lequel on va s'inscrire dans la durée. De la même manière. Oui, mais le Covid et la pandémie est arrivé, et qu'est-ce que ça nous a appris ? Que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, tout peut basculer, et qu'on peut vivre pendant une certaine durée dans un environnement où tout sera ambigu, incertain, complexe et vulnérable. Et changeant rapidement. Oui. Et ce nouveau modèle, aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de dirigeants qui ont l'impression, et même d'un point de vue sociétal, qui ont l'impression de dire bon, on est revenu à peu près à quelque chose de stable, on va essayer de reprendre nos modes de gestion et nos modes de fonctionnement qu'on utilisait avant, et puis on y retourne. Sauf qu'en fait, on se rend compte que, tu le disais très bien, tout bouge tout le temps et que tout est très instable et on n'est pas à l'abri du jour au lendemain. Voilà. On est un nouveau schéma qui arrive. Un nouveau schéma. Donc, celui-là, on pourra peut-être faire face à un schéma pandémique, mais il peut avoir 36 millions de schémas. Exactement. Pendant des années, on a cru que la causalité, elle était linéaire. Ouais. C'est-à-dire que les événements emmenaient les autres, et puis bon an, mal an, on faisait les choses. C'est complètement faux. La causalité, elle est circulaire. C'est-à-dire que il va émerger des choses. Et là, on s'en rend compte qu'il y a énormément de peur aujourd'hui. Ça, pour moi, et c'est tout le travail qu'on fait avec Jean-François et Sabine, d'essayer de vulgariser ça pour aider les entreprises à dépasser ces caps. C'est-à-dire que ça n'a fait que renforcer ces croyances-là, et ça met les gens en hostilité directe dans le changement. Oui, en crainte. En crainte. Fait, moi, je considère que c'est surtout de la peur, en fait. C'est de la peur, c'est une émotion primaire, et l'être humain face à la peur, comme n'importe quel animal, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se mettre en sécurité, soit en sécurité, et puis après, effectivement, il va agir soit en sidération, et donc là, on va être parfois en résistance, soit en fuite, soit en combat. Voilà. Mais c'est très animal, en fait. Ouais. On a deux modes, c'est le mode fight ou le mode boule. Si je chose sur Jean-François dans 2 secondes, c'est soit il me met un point dans la figure, soit il se met en boule. Exactement. Et en fait, on essaye aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, de caler des concepts hyper complexes sans respecter cette règle-là. Exactement. Et on en a parlé hier, on a fait il y a quelques jours, sur un enregistrement, on a fait des présentations croisées. Et on a parlé un petit peu de ce côté conceptuel. Quand Jean-François et Sabine m'ont présenté, ils ont parlé que je pouvais partir dans les concepts, mais revenir sur des choses concrètes. Et ce qui me sidère aujourd'hui, avec toutes les avancées qu'on a dans les neurosciences, dans la psychologie cognitive, même dans la psychiatrie, on ne prend pas en compte cet état émotionnel dans le changement des entreprises. Oui. Alors que c'est purement animal, instinctif, et c'est déconnecté finalement de ce qui fait la différence entre un être humain et un animal, c'est le cortex. Oui. Alors, un peu simpliste, mais c'est quand même ça. Alors qu'en fait, c'est le cerveau primaire qui se remet en activité. Exactement. Donc, hier soir, j'écoutais un épisode podcast d'un grand hypnotiste là, qui parlait en fait que la notion de culpabilité, elle est vraiment pas vieille. Elle est très récente. Parce que avant, c'était on fait la guerre, je te trucide, pof, parce que je suis en gestion de mon territoire, je fais mon truc, et puis j'ai fait ce que j'avais à faire, et on croyait que les choses arrivaient les unes après les autres, et un petit peu comme on entend dans la religion musulmane, le Inch'Allah, ça va arriver. Voilà. Sauf que, en fait, on se rend compte que c'est très récent, la notion de la culpabilité. Et même la notion du libre arbitre. Et si on va un peu plus loin, dans l'entreprise, si on ne prend pas en compte ces règles-là, sur une vision, sur une mission, sur une définition d'un poste, sur une trajectoire qu'on doit donner, penser que la personne en face ne va pas réagir à ce qu'on a dit, c'est complètement fou aujourd'hui. Tu as plein d'exemples, toi, Jean-François, dans tous les accompagnements qu'on a fait. Il y a, de toute manière, il y aura un état émotionnel derrière. Donc, prenons-le en compte. C'est un gros mot. Oui.
émotionnel et puis performance dans l'entreprise. Enfin, le nombre de formations que je fais actuellement auprès de managers dans plein de secteurs, on continue de le voir. Parler d'émotions dans le travail, c'est un gros mot. Oui. C'est mon Dieu, mais quelle horreur! Pourquoi parler des émotions? Il y a encore quelques années, alors peut-être un peu moins maintenant, mais il y a encore quelques années, c'était clair, on disait, on laisse ces émotions à l'entrée de l'entreprise. Au vestiaire. Au vestiaire, ça ne doit pas rentrer. Mais alors, pourquoi? Alors, moi, mais comment? Mais enfin, on peut pas se déconnecter de ces émotions. Moi, quand j'accompagne un dirigeant qui me dit ça, je lui dis, vas-y, fais-le moi. Ouais. Je suis très cash, je dis, vas-y, fais-le moi. Dis-moi la dernière connerie qui t'est arrivée et montre-moi si tu arrives à le faire. Moi, je ne demande que apprendre. Et là, en fait, on se rend compte, non, mais vous comprenez, mais là, c'est pour l'entreprise. Non. En fait, remettons cette église au milieu du village, l'émotionnel. Nous sommes des êtres émotionnels. Nous ne sommes pas des êtres de raison. On croit qu'on est des êtres de raison, mais non, nous sommes des êtres émotionnels. Et on a 5 émotions primaires, la peur, la colère, la tristesse, la joie. Et la dernière, le dégoût. Voilà. Parce que sans le dégoût, on serait mal. Et donc, on a besoin de ça. Et quand j'entends des dirigeants dire « Oh, mais j'en ai ras-le-bol de les voir comme ça. » Mais non, en fait, quelle émotion? Et je leur demande, moi, à votre avis, ils vivent quoi? Et surtout, moi, ce que j'aime aussi leur dire, c'est que les émotions sont connectées aux besoins et que ces besoins sont connectés à la motivation. Donc effectivement, quand ils posent la question très souvent de dire mes équipes elles sont démotivées, comment les motiver, comment motiver les équipes aujourd'hui, revenons à la base en fait, revenons aux fondamentaux. Et un des fondamentaux, alors c'est pas l'unique, mais un des fondamentaux, c'est effectivement la prise en compte des besoins et des émotions de chacun, de chaque individu. Donc effectivement les enjeux individuels et collectifs que j'ai cités, mais pour moi cet environnement post-Covid qui est devenu très instable et avec le risque que finalement ça reste instable, et j'en discutais encore il y a pas longtemps avec une consultante qui fait de l'accompagnement au changement depuis très très longtemps et qui me disait que finalement aujourd'hui le sujet de transformation c'est de passer d'une transition à une autre transition et de passer de transition en transition. Donc ça veut dire qu'on est dans un environnement qui à aucun moment, ou en tout cas ne va vraiment redevenir ou devenir instable. On parle beaucoup, moi j'aime bien cet acronyme de VUCA ou VICA. Alors VUCA en anglais et VICA en français, pour vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Cet acronyme en fait vient des États-Unis, de l'armée américaine, qui, je crois que c'est dans les années 80-90. Utiliser en fait cet acronyme pour analyser un petit peu le champ d'opération dans des zones de conflit ou dans des zones d'insécurité, de manière effectivement à avoir une vision un peu comme ça macro, un peu systémique. Oui, complètement. Effectivement du terrain sur lequel il allait. Alors on n'est pas en train de dire que le monde est un terrain de guerre et sur lequel il faut réfléchir, mais néanmoins je trouve ça intéressant et je pense que le monde aujourd'hui est devenu véritablement vulnérable, incertain, complexe, ambigu et qu'on doit apprendre à vivre dans ce système-là. Et ce que ça m'évoque surtout, c'est qu'avec ce nouveau ce système, en tout cas sous cet angle-là, il y a peut-être des modes de gestion, des modes de fonctionnement et surtout des nouvelles compétences ou des compétences qu'il faut faire évoluer pour pouvoir encore mieux s'inscrire dans cet environnement-là. Et comme par miracle, ces compétences-là, en fait, très souvent, on les trouve dans des profils atypiques. Mais quelle transition! C'est magique. Mais quelle transition! Normalement, c'est nous. On fait des transitions comme ça, et là, maintenant, on a l'invité qui fait les transitions. C'est magnifique, c'est superbe. En tout cas, ouais. Ben oui, dans le profil atypique. Et le profil atypique, enfin, pour moi, c'est un mot aujourd'hui qui est utilisé partout. On entend ça partout, mais c'est quoi pour toi un profil atypique? Celle-là, elle n'est pas dans les papiers. Non, elle n'est pas dans les papiers. On a discuté oui. les points de vue. Alors, pour moi, un profil atypique ou un parcours atypique, c'est effectivement quelqu'un qui va casser les codes.
ou qui va ne pas avoir suivi un chemin que, je vais mettre des guillemets, la norme. Alors, on est sur carte sur table ici, on peut y aller. Mais alors, j'enlève les guillemets. On y va franchement. Un chemin, un parcours atypique, effectivement, c'est quelqu'un qui va avoir un chemin de vie ou un parcours de vie où il aura fait plein de métiers différents, où il aura cassé les codes, où il aura pas suivi les règles établie par une norme, généralement une norme d'éducation, une norme de société, une norme d'entreprise. Alors on parle aussi beaucoup actuellement de profils neuroatypiques. Effectivement, moi je considère que ça fait partie des profils atypiques, mais sans les stigmatiser. C'est des parcours un peu comme le mien. Moi j'estime effectivement avoir eu un parcours atypique parce que j'ai commencé dans une voie, je suis allée dans d'autres, j'ai fait plein de choses, j'ai bougé. Et à partir du moment où on a commencé à me dire que j'étais ingérable et instable, je me suis dit ok, je suis atypique alors, et tant mieux. Et c'est vrai que ce qu'il faut voir derrière ces Ce qu'il faut voir derrière ces profils, c'est qu'est-ce qu'effectivement ça permet de développer en termes de compétences, en termes de regard aussi sur le monde, en termes de comportement. Individuel et collectif. Individuel et collectif, absolument. Et c'est pour ça, effectivement, que c'est un sujet qui m'a parlé, qui me parle, et qui, je pense, parle à beaucoup de personnes aujourd'hui, et qui s'inscrit totalement dans ce dont on vient de parler, effectivement, qui est ce système VUCA et cette société qui évolue. Et moi, je vais même jusqu'à provoquer un petit peu en disant toutes les problématiques intergénérationnelles dont on entend parler aujourd'hui, qui est un vrai souci pour les entreprises. C'est dur de gérer les nouvelles générations, mais en fait, si on le prend sous cet angle-là, les nouvelles générations, finalement, ne sont que le reflet de la société dans laquelle elles sont nées, dans laquelle elles ont vécu. Cette société qui est effectivement de plus en plus instable, vulnérable, complexe, ambiguë, etc. Finalement, c'est ça qu'ils sont en train d'emmener dans l'entreprise, un peu forcé, de gré ou de force, mais un peu forcé. C'est dans le monde dans lequel ils vivent. C'est le monde dans lequel ils vivent, en fait. Qu'ils ont vécu. Ils ne sont le reflet que ça. Alors oui, effectivement, ils ont peut-être des codes, quelques codes qu'il faut leur inculquer, mais... Tout ça, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage mutuel. Voilà, c'est ce que j'ai dit dans les deux sens. Réciproque. Bon, on s'est marré il y a quelques jours à faire un post où Sabine me mettait une grande claque avec un cahier où je lui donnais mon point de vue sur ce point de vue des générations. Mais en fait, qui fait du frein au changement ? Est-ce que c'est les jeunes ou est-ce que c'est ceux qui sont en poste ? Tout dépend d'où on se place. C'est ça. C'est toujours pareil, c'est relatif. Voilà. Et si on met tout un peu carte sur table au milieu, qu'on regarde, en fait, on se rend compte que les entreprises ne veulent pas changer. Non. En fait, on a un discours très policé, oui, mais en fait, derrière, il y a zéro changement. Si on parle de la flexibilité, si on parle même de l'adaptabilité des postes, juste par rapport à une compétence, pas celle qu'il faudrait, mais celle qu'on a en stock. Et qu'est-ce que je peux faire pour former ? Ah ouais, mais non, mais tu te rends compte, Julien, là, on va perdre 8 jours de boulot. Ah, mais enfin, si derrière on gagne. Donc, ce que j'entends derrière tout ça, c'est la notion de flexibilité, en fait. Et d'agilité. Et surtout d'humilité. Ça, c'est un mot qui parle beaucoup. Ah non, mais enfin, je pense que un des freins au changement, un des freins au projet de transformation et au changement dans l'entreprise, c'est effectivement l'humilité et le lâcher prise. Parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que les personnes qui sont dans ces organisations, qui sont déjà installées dans ces organisations, ont peur en fin de compte de changer leur position, la position qu'ils ont dans l'entreprise, dans l'organisation. Alors que s'ils faisaient juste un petit pas, hop, comme ça, sans forcément se dénaturer, ça changerait beaucoup de choses pour les équipes qui travaillent avec cette personne. En tout cas, c'est un point de vue, et voilà. Et je l'ai rencontré régulièrement. Un petit truc à côté, et puis ça change tout en fin de compte. Et c'est ça, les gens sont enfermés, les personnes sont enfermées dans un système, et ils ont peur d'en sortir. Pour
pourquoi de mieux en fin de compte? Et c'est une grosse machine. Je sens ça comme une grosse machine qui a du mal à changer le cap. À s'adapter, en fait. S'adapter, ouais. C'est un paquebot. S'adapter, ouais. C'est un paquebot, mais je pense qu'effectivement derrière tout ça, c'est vraiment de la peur. C'est de la peur, c'est de la peur, la vulnérabilité. C'est de la peur, effectivement, liée à ses besoins de sécurité principalement. Et vraiment, je le vois aussi au niveau des managers de proximité. Ils préfèrent. Alors, est-ce qu'ils préfèrent? Pas forcément, mais en tout cas, ils revendiquent, ou en tout cas, ils expriment un besoin de se reposer derrière des décisions qui sont prises du dessus, en mode un peu commandement. Chaîne de commandement. Chaîne de commandement. Voilà. Tous les managers, on doit prendre les mêmes décisions, ou en tout cas, on doit appliquer les mêmes décisions. On doit nous dire ce qu'on doit faire. Mais on veut quand même un peu de flexibilité, mais pas surtout. Mais en tout cas, on doit nous dire ce qu'on veut faire. C'est pas ça le management, en fait. Et effectivement, derrière, c'est de la peur. Alors on appelle le courage managérial aussi, oui. Très souvent ça ressort, mais finalement le manque de courage managérial, c'est de la peur. C'est de la peur, effectivement, de s'assumer, de prendre des risques. Et moi, sur quoi généralement j'essaie de les emmener en les provoquant un petit peu, c'est effectivement de leur dire, mais votre identité de manager, elle est où? Votre authenticité, elle est où? Ah oui, mais non, enfin, c'est pas normal que moi, je décide effectivement de sanctionner après 2 ou 3 retards et mon collègue, il va décider de sanctionner 5. C'est pas équitable. Mais de quoi on parle? Bon, déjà, t'as pas la même équipe. T'as pas la même équipe, t'as pas la même organisation, t'as pas les mêmes contraintes, et puis t'es pas la même personne. C'est ça. Quel manager as-tu envie d'être? C'est la définition de l'identité. Exactement. Et on est dans un vrai sujet identitaire. D'authenticité et d'identité de manager. Mais est-ce qu'on les laisse le choix de le faire, d'avoir ce choix-là? Mais le choix se prend. Le choix se prend. En fait, il doit se prendre. Le conformisme rassure. Exactement. Oui, c'est ça. Mais dans une entreprise, on ne peut pas adapter. On a des process, on a des équipes différentes. Moi, j'avais 2 usines dans une ancienne vie professionnelle et je ne pouvais pas avoir les mêmes règles. On n'était pas dans le même environnement. Ils n'avaient pas les mêmes comportements. Ils mettaient pas en place les mêmes capacités. Il n'y avait pas les mêmes valeurs parce que c'était 2 structures différentes. Et donc, du coup, ils avaient des identités différentes. D'un côté, on avait les bûcherons et de l'autre côté, on avait les usineurs. Donc, un jour, on m'a dit, oui, mais tu prends pas les mêmes décisions. Je lui dis, mais je ne peux pas prendre les mêmes décisions. Ce n'est pas possible. Donc, il y a une adaptabilité. Mais ça demande un pas de côté. Oui. Ça demande de voir le système en macro, en global, et dire, attention, là, je fais un zoom micro sur cet élément. Et moi, j'invite vraiment les chefs d'entreprise à se pencher un peu sur la pensée systémique. On n'a pas besoin d'aller lire tous les bouquins, non, mais de s'ouvrir à cette vision-là pour dire quelle est la règle dans le système qui s'adapte à là, et qu'est-ce que je demande à mon manager? Je lui demande quoi? Et quelle souplesse et quelle flexibilité je lui autorise d'avoir. Parce que très souvent, ils ont besoin de cette autorisation, implicite ou explicite, pour pouvoir effectivement agir en fonction de leurs contraintes, de leur organisation, etc., etc. Et très souvent, les managers que je rencontre ont peur d'être vraiment authentiques parce qu'ils ont peur que leurs équipes leur reprochent aussi. Donc il y a aussi un peu d'ego, on va le dire, un peu d'ego de ne pas plaire, oui, mais si je fais ça, mon compagnon, mon collaborateur, à côté, ils autorisent des pauses plus longues, donc en fait, il va dire qu'il préfère aller dans l'autre équipe. Qu'il y aille, en fait. Oui. En fait, il est mieux dans l'autre aquarium. Exactement. Qu'il y aille, en fait, on est mieux. Exactement. Mais en attendant, toi, manager, t'es aligné avec ce que t'as envie d'être, ce que t'as envie de faire, et t'auras au fait des équipes qui, derrière, seront avec toi, te croiront, tu seras légitime parce qu'encore une fois... Parce que tu es toi. Parce que tu es toi. Donc, qu'est-ce que t'as envie d'être? T'as envie d'être un manager dans la norme ou t'avais envie d'être un manager authentique?
Alors, je vais rebondir du coup sur parce que voilà sur les profils atypiques. Oui. Et tu as donc créé Atypalia RH. Oui. Peux-tu nous donner les raisons qui t'ont amené à te spécialiser dans les profils atypiques, voire neuroatypiques? Voire neuroatypiques. Effectivement, quand j'ai décidé de me mettre à mon compte pour après cette carrière, parce que j'estimais que j'allais peut-être avoir un peu plus de marge de manœuvre et surtout de liberté de ton en étant hors de l'entreprise plutôt qu'en étant que DRH. Parce qu'on sait très bien que la position de DRH, entre le marteau et l'enclume, on n'est pas forcément toujours très à l'aise, très écouté, très crédible et très légitime, même si ça a évolué, mais bon. Donc, quand j'ai créé Atypalia RH, j'avais une vraie envie d'aller accompagner les entreprises et les individus, en particulier les profils neuroatypiques. Pourquoi ? Parce que à titre personnel, j'ai été confrontée à cette difficulté, notamment pour mon fils dans le milieu scolaire, qui a été détecté neuroatypique et qui a effectivement une scolarité extrêmement difficile, avec des échecs, avec des résistances au niveau des professeurs. Et donc j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, je l'ai accompagné autant que possible. Et puis à un moment, je me suis peut-être rendu compte que j'étais la mère de mon fils. Et que j'étais peut-être aussi concernée. Et effectivement, je me suis également fait détecter et confirmer neuroatypique moi-même. Et ça m'a permis d'avoir un regard très différent sur toute la carrière que j'avais eue. Et ce côté instable qu'on m'avait beaucoup reproché. Et ce côté effectivement aussi à vouloir changer de poste tous les 2 ans, à vouloir apprendre, etc., etc. Finalement, il y avait peut-être une raison qui était logique et en tout cas qui était intrinsèque. Donc effectivement, la volonté de me dire, il y a beaucoup de personnes de neuroatypiques. De quoi on parle quand on parle de neuroatypie ? Quand on parle de neuroatypie, en fait, on parle de personnes qui ont des façons de penser, des façons de gérer les choses, des façons de fonctionner qui sont en décalage. C'est pas forcément mieux, c'est pas forcément moins bien, ils sont juste en décalage. C'est ça. Ils se sentent en décalage par rapport à la société, par rapport à l'entreprise, par rapport au côté normatif. Moi, ce que j'inclus dans la neuroatypie, dans les profils neuroatypiques, ce sont par exemple les troubles du spectre autistique, ce qu'on appelle TSA. Ce sont les troubles de l'attention avec hyperactivité, ce qu'on appelle les TDAH. Ce sont les troubles DYS, dysfonctionnels, donc comme la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, etc. Je mets également dedans qui est à la mode, HPI, les hauts potentiels intellectuels, parce qu'il y a aussi ce sentiment de décalage. Et effectivement, avec les difficultés qu'avait rencontrées mon fils à l'école, avec les difficultés, parce que j'ai eu aussi des difficultés en entreprise, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller accompagner, de mettre de l'énergie à essayer de sensibiliser et accompagner toutes ces personnes qui sont en décalage. Et je me suis assez rendu compte avec les accompagnements que j'ai faits qu'effectivement, on pouvait aussi se sentir en décalage en ayant des parcours atypiques, comme on en a parlé, sans forcément être neuroatypique. Donc en fait, la notion d'atypie ou être atypique dans le monde de l'entreprise, ça veut pas forcément toujours dire uniquement être neuroatypique. C'est ça. Et là, il y a un vrai sujet, effectivement aussi, un vrai besoin d'aller accompagner pour comprendre, ok, t'as un parcours différent, ok, tu fonctionnes différemment, mais qu'est-ce que ça t'a permis de mettre en évidence et de mettre en avant ? Qu'est-ce que tu peux mettre en avant aujourd'hui comme flexibilité, agilité, compétences que tu as développées pour aller compenser peut-être effectivement des troubles divers ? Qu'est-ce que tu mets aujourd'hui au service de l'entreprise et de cette société qui finalement a besoin de cette agilité, de cette flexibilité, de cette adaptabilité que toi-même tu as réussi à développer en ayant un parcours atypique ou en ayant un profil neuroatypique. Alors ça m'amène 2 questions, Anne. Quels sont les enjeux, les principaux enjeux pour ces talents dans le monde d'entreprise et comment on peut aider un dirigeant à mieux comprendre et intégrer des profils neuroatypiques dans ses équipes? Alors, Les principaux enjeux. les enjeux, les enjeux, ça va être effectivement de sortir pour l'entreprise du recrutement par exemple, ou en tout cas de vouloir intégrer des stéréotypes
effectivement plutôt que de la diversité. Donc de recruter plutôt en fonction des besoins et non pas des stéréotypes et de clonage, pardon. Ça va être effectivement de comprendre que dans ce monde qui évolue et dans cette société qui est devenue instable et les entreprises qui sont devenues instables, plus on intégrera des profils qui auront d'autres façons de penser, qui auront cassé un peu les codes, plus on ira vers effectivement l'innovation et les prises de décision qui seront un petit peu disruptives par rapport aux décisions qu'on a l'habitude de prendre et qui effectivement permettront peut-être d'aller explorer d'autres choses et d'aller s'inscrire de plus en plus effectivement dans ce modèle-là. Donc ça, pour moi, c'est les enjeux principaux. L'autre question, c'était quoi? J'ai oublié. Comment on peut aider le dirigeant à intégrer, en fin de compte, à mieux comprendre les différences de ces profils-là et les intégrer dans son équipe. Comment on peut aider toi tu ferais comment pour accompagner un dirigeant pour dire voilà, vous pouvez gagner en performance, gagner en différence, en innovation, en accueillant des profils atypiques? Alors, déjà, je lui dirais effectivement de laisser, et je sais qu'il y a des boîtes qui commencent à le faire de plus en plus, laisser la place à l'intrapreneuriat au sein de l'entreprise et le droit à l'erreur. Alors, beaucoup d'entreprises disent oui, non, mais chez nous, le droit à l'erreur. C'est un vaste débat. Ah, c'est un vaste débat. Je pense qu'on pourrait faire un nouveau podcast. Mais là, on peut faire un épisode entier là-dessus. Ouais. Mais le droit à l'échec aussi, le droit à l'erreur et l'intrapreneuriat, je pense que c'est une manière aussi de laisser les gens oser. On est dans une société, dans les entreprises où il faut effectivement davantage donner l'autorisation aux personnes d'oser être différents, d'oser poser des questions, d'oser vouloir comprendre, d'oser casser les codes, d'oser remettre en question des systèmes qui fonctionnent, d'oser poser la question mais pourquoi on fait ça depuis des années? Parce que c'est comme ça. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Oui, voilà. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Là, ce qui est très rigolo, c'est que on va toucher quelque chose chez le dirigeant. Oui. Ceux qui nous écoutent, il va avoir des réactions épidermiques, c'est sûr. Je sais. Mais c'est la volonté d'aller chercher autre chose. Je dirais, pour moi, si j'avais eu à répondre à la question, c'était déjà d'aller s'ouvrir sur un autre territoire. Oui. Parce que le territoire de l'entreprise, ils le connaissent par cœur, ça les rassure. Et donc, on a toujours fait comme ça. Et pourquoi on fait comme ça? D'ailleurs, des fois, on sait même plus pourquoi on fait comme ça. Et ils sont tous en train de se regarder. En fait, pourquoi on le fait? Et on a un petit peu cette idée qui va arriver en disant « Oh, on a intégré un stagiaire, on a intégré une nouvelle personne. Il va avoir une idée. » Mais je trouve ça d'une tristesse monumentale. C'est-à-dire que la personne est condamnée à avoir une seule idée au moment où elle arrive parce qu'elle est nouvelle. Et au bout de 3 semaines... Non, en fait, c'est de remettre en cause perpétuellement ce cadre. De dire, OK, bon, on a toujours fait comme ça, c'est super, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, et puis s'il arrive avec 3 idées, on va lui reprocher, non mais tu connais pas l'entreprise, d'où tu te permets d'avoir 3 idées? Ça fait 15 jours que t'es là, d'où tu te permets d'avoir 3 idées à la seconde et de remettre en question des processus qui existent depuis 10 ans? Et généralement, ça aboutira à une rupture de période d'essai. Oui, parce que ça va jamais loin. Pardon. Mais on a juste oublié un truc, le côté émotionnel encore. Exactement. Donc les dirigeants, effectivement, ouvrez-vous. Mettez aussi en place une culture de la performance qui va non pas aller valoriser uniquement les résultats, mais l'effort. Alors, je sais que c'est difficile à mesurer l'effort, mais ça aussi, c'est un sujet. Moi, j'ai encore des managers, des jeunes managers que je rencontre qui me disent nous, on met les mêmes objectifs à tous les membres de notre équipe, en fait. Non. Tous les mêmes. Oui, mais non, en fait, on n'est pas tous égaux, on n'est pas. Et c'est des jeunes managers, donc qui rentrent dans l'entreprise aujourd'hui, mais qui se mettent dans les codes, effectivement, des habitudes. Pour eux aussi, je pense. Exactement, exactement, pour tout ce qu'on s'est dit. Donc, effectivement, dirigeants, ouvrez la culture de la performance qui va aller valoriser l'effort et l'initiative, et pas uniquement le résultat. Former, je pense, les managers, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à être authentiques, atypiques, disruptifs et responsables, et à manager par influence.
C'est-à-dire que le manager doit être en responsabilité de son propre périmètre, ce qu'on disait tout à l'heure, avoir cette liberté de pouvoir faire différemment de son collègue, dans un cadre quand même un peu macro, mais en tout cas une certaine flexibilité. Et effectivement, par influence, par ce que j'appelle capillarité, vous savez, comme les racines d'un arbre, ça pourra effectivement contribuer à aider à transformer de manière profonde les entreprises vers cette agilité, cette flexibilité. Je recommanderais aussi dirigeants de se faire mentorer par des profils et des parcours atypiques. Oui. Le reverse mentoring, on en parle de plus en plus. Ouvrez-vous. À des profils neuroatypiques. Ouvrez-vous à des parcours atypiques. Discutez, échangez, essayez des choses nouvelles. Mais ça, je pense que ça peut être aussi quelque chose d'assez intéressant à aller explorer. Et puis surtout, oubliez ce que vous savez et laissez-vous surprendre. Osez, soyez humble. Et là aussi, je vais pas me faire que des amis. Lâchez prise. Et effectivement, vous ne pourrez que gagner effectivement par rapport à tous ces sujets. Et pour conclure, surtout les actes prouvant 10 000 fois plus que les mots. Incarnez et soyez effectivement vous-même atypique. Parce en ne voulant intégrer que des clones, attendez-vous à ce que votre entreprise reste coincée dans le passé pendant que le monde avance. Ah, clairement. Ouais. On pourrait même dire une phrase qui me fait mourir de rire, c'est à force de vouloir les faire entrer dans le moule, ils vont finir par devenir tartes. Hein. Ouais, exactement. Mais vraiment, moi je l'ai vécu. Il y a plus de 20 ans, où j'avais j'arrivais avec une vision complètement divergente, avec une vision systémique déjà, et une de mes spécificités, c'est d'identifier très rapidement les points de frottement. Alors ça, on se fait pas des potes, mais pour nous, c'est tellement émotionnellement fort que je peux pas rester en disant mais non, mais en fait, on a essayé de me faire rentrer dans un moule, mais j'ai explosé en plein vol. Et la réponse qu'on m'a donnée, c'est « Oh, mais t'es pas fait pour ça ». Et là, je me suis posé la question, en fait, quel a été son raisonnement pour en arriver là, à cette phrase. Et je me suis rendu compte que c'était une suite de processus logiques pour elle. Mais une entreprise, c'est tout sauf ça. Parce que de toute manière, elle gère des variables toute la journée. Donc, alors on va la nommer Marie-Christine, qui est à l'accueil et qui arrive à faire la régulation, eh bien, en situation de crise, c'est peut-être la personne à aller prendre que un bac plus 14. Exactement. Parce qu'on a un vrai savoir dans l'entreprise. Elle connaît les arcanes de l'entreprise, elle connaît tout. J'ai eu une énorme claque quand j'étais co-gérant de mon entreprise, où un jour, on avait un problème de non-conformité énorme. On ne comprenait pas pourquoi tous ces bouts de bois sortaient non conformes. On a commencé à prendre les équipes, on a commencé à réfléchir avec le chef d'atelier, les 2 bâtiments. Et la dame de l'accueil, la secrétaire, est venue me voir et m'a dit « J'ai la réponse à votre problème ». Je l'ai regardée avec des yeux comme ça. Elle me dit « Je suis au centre. J'entends tout. Je prends les commandes. Je suis avec les poseurs, je suis avec la fabrication, je suis avec les fournisseurs. » Elle me dit « Vous avez un problème de... » Et je la regarde, mais je dis « Mais comment vous savez ça ?» Elle me dit « Je suis au milieu. » Ça a été une claque phénoménale. Et là, je me suis rendu compte du savoir qu'elle avait. Donc, quand j'accompagne, moi, une entreprise, je demande quelles sont les personnes clés. Tout de suite, qu'on me les nomme. Et en fait, je me rends compte que c'est très compliqué pour une entreprise d'aller les nommer. L'identifier déjà. Et de l'identifier. C'est un processus. Les bonnes personnes. Hein. Oui. Et là, on fait confiance à Sabine pour aller identifier dans ses processus. On lui fait un petit coucou à Sabine. Mais c'est hyper important parce que c'est la clé de la réussite de l'entreprise, en fait. Et c'est de s'ouvrir. Je te rejoins complètement. C'est, allez hop, on y va. Alors, je vais pas dire le mot que j'arrive pas à dire aujourd'hui. Soyez disruptif. Disruptif. Voilà. Je l'ai dit. Voilà.
Mais c'est pas le mot pour Julien. Non, je ne veux pas. Je vais m'entraîner. Mais c'est vraiment de casser les codes et de dire, mais qui porte l'excellence? Exactement. Mais recrutons sans CV. Voilà. Amusons-nous à dire... C'est ça, sans CV. Le CV, basta. Basta le CV. Bon, Jean-François, il appelle ça des fois avec moi la commedia dell'arte, là. C'est ça. Bah oui, c'est la comédie, les entretiens de recrutement. C'est une comédie. C'est une vraie comédie. Mais par contre, allons identifier ces processus clés et c'est un vrai travail. Alors, ça va leur demander de se retrousser les manches. Ça va leur demander de se frotter à leur ego. Ça va leur demander de se confronter à leur peur. Mais derrière, vous en sortez grandi, mais alors d'une puissance phénoménale. Et vous allez voir que votre entreprise, elle ne tourne plus carré. Non. Elle tourne rond. Puis on essaye, hein. On essaye, on se trompe, et on avance. Se corrige. Et puis, on avance. Un petit peu on va dire un gros mot, une petite propriété émergente qui va arriver, un truc nouveau, et on n'avait pas vu, le système s'adapte, il produit quelque chose, et en fait, on se rend compte qu'on a un apprentissage. Et cet apprentissage, il fait partie du patrimoine de l'entreprise. Moi, je demande très souvent aux entreprises, c'est quoi les 4 plus gros apprentissages de votre ADN? Qu'est-ce qui a formé votre entreprise? Et en fait, on se rend compte que les entreprises sont en mode survie. Survie économique, survie intellectuelle, et c'est très complexe. Et moi, je retiens ce qu'a dit Anne, c'est qu'à un moment donné, Anne, elle est toujours en apprentissage. Malgré ton parcours, tu es encore aujourd'hui en apprentissage, et demain et après-demain. Et demain et après-demain, et probablement toute ma vie, ouais. Et c'est ça qu'il faut, je pense, aussi souligner, c'est l'importance d'être toujours en veille, en apprentissage de quelque chose. C'est de l'amélioration continue, mais c'est de l'amélioration continue vécue. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas que de l'amélioration continue de processus industriels, comme on imagine effectivement quand on parle du lean ou de choses comme ça. C'est de la vraie amélioration continue. Oui, mais ça dérange. Parce qu'en fait, les profils atypiques ou en particulier neuroatypiques ont cette volonté de toujours faire de l'amélioration continue, mais tout le monde s'en fout en fait dans l'entreprise. Ça, c'est quelque chose que dit aussi un pape de la neurodiversité. Le neuroatypique veut faire de l'amélioration continue, mais tout le monde s'en fout en entreprise de l'amélioration continue. Mais c'est plus fort que soi. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est viscéral de questionner le système, de questionner les modes de fonctionnement. Et pourquoi alors qu'en fait, c'est dans une logique véritablement d'amélioration, d'innovation, de faire mieux. Quand je vois, moi, mon mentor, qui est le docteur Richard Bandler, j'ai eu la chance de me former avec lui, quand je vois qu'encore aujourd'hui, il révise ses procédures tous les ans. Il dit, attendez, mais on s'est complètement foiré là-dessus. Ne faites plus ça. Revenez là-dessus. Simplifiez le modèle. Mais moi, je suis admiratif et je me dis, mais pourquoi en entreprise, on n'a pas des sessions où, allez hop, on va se poser une demi-journée. Alors on va nous dire, ah non, c'est pas possible, on n'a pas le temps. Oui. Mais comme en fait, on voit quand même que un dépôt de bilan sur 2 aujourd'hui en France vient d'un problème de stratégie. C'est phénoménal. C'est la source, on l'a trouvée dans Harvard Business Review il y a à peu près 1 mois et demi, qu'on a préparé des épisodes. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on n'a pas de correctif. On n'a pas de feedback. On va toujours être en curatif. Mais on n'a pas cette vision de... On est en réaction. On est en réaction. On est en réaction, bien sûr. Et on est vraiment dans un format de performance du résultat, et pas la performance des moyens et des individus. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la performance, je pense qu'il faut déjà qu'on se repose la question de savoir qu'est-ce qu'on appelle performance et excellence. De quoi on parle? Exactement. De quoi on parle? Si c'est le résultat, ok, c'est le modèle traditionnel. Ok, très bien. Mais à ce moment-là, on n'est pas dans une logique de vouloir aller vers l'innovation et de vouloir effectivement faire évoluer son organisation. Très bien, soit. Mais on peut pas dire effectivement qu'on va vouloir faire évoluer son entreprise, se lancer dans un projet de transformation, si effectivement on laisse pas de place à l'innovation et donc au changement. C'est une belle conclusion, je trouve. C'est une très belle conclusion. Alors, du coup, on va lancer notre petite jingle. Alors, Anne, on peut te contacter comment? Dis-nous.
On peut me contacter comment? Sur LinkedIn, effectivement déjà, c'est une première piste. Ensuite, j'ai mon site internet de ma société, Atipalia RH, sur lesquels effectivement on peut trouver quelques éléments des modalités d'accompagnement que je peux proposer, soit en intelligence collective type co-développement, soit en accompagnement individuel ou collectif, accompagnement de codir, en formation, enfin voilà, tous les sujets. Et puis voilà, essentiellement. Alors dans la vidéo, on mettra tous les liens vers le LinkedIn, le site internet. N'hésitez surtout pas à contacter Anne. Moi, j'étais ravi de faire cet épisode. Partagé, vraiment. Wow, j'ai passé ravi. un très très bon moment avec vous. Aussi. Oui. C'était très chouette. En plus, tu es la première invitée de notre nouveau format, de Cartes sur table. Donc, formidable. Bravo. Voilà. Pour la postérité, tu resteras la première. Ouais. Voilà. Pour conclure, je vais laisser Jean-François nous faire une petite conclusion. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Voilà. Je suis désolé. Non. Je pense juste vous dire que si cet épisode vous a permis de voir plus clair sur l'accompagnement au changement et l'importance des profils atypiques, alors laissez-nous 5 étoiles, voire plus, sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le avec d'autres dirigeants. L'important, c'est de nous avoir écoutés et puis on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Cartes sur table. Merci Anne, merci Julien. Merci à vous deux. Et juste pour terminer, je dirais, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ah oui. Posez-nous des questions, vraiment. Cette vidéo, elle est aussi faite avec une vision éducative. Alors, on le dit avec beaucoup d'humilité. On a proposé un éclairage. Une vision, un angle de vue systémique qu'on partage, que Jean-François partage, de l'expérience, parce qu'autour de cette table, il y a une somme d'expérience assez colossale. Posez-nous les questions. S'il y a des choses qui vous heurtent, mettez-les, en fait. Ne vous bloquez pas, parce qu'on prendra plaisir à répondre, et surtout parce que ça vous a heurté, en fait. Donc voilà. Le commentaire, il est là pour ça. Il est aussi pour faire vivre la vidéo. Et puis, comme l'a dit Jean-François, mettez 5 étoiles sur la plateforme préférée où vous nous écoutez. C'est pas grand-chose pour vous, mais alors pour nous, ça nous remplit de bonheur. À bientôt. À bientôt. Au revoir.